moi-même Christophe Journet, je suis responsable du bureau d'études du CIDEL. Wilfried Kopek, qui représente la FNCCR et qui est en charge du service dont l'éclairage public fait partie. Emmanuel Clerc, qui est du parc régional du Morvan et qui va nous présenter la labellisation du parc du Morvan au titre de réserve internationale de ciel étoilé. On a le maire de Sainte-Croix, M. Joël Cula, qui viendra montrer et démontrer l'exemple de réalisation d'une installation d'éclairage public, une rénovation économe et efficace et moins énergivore. M. Cédric Émonier de la Banque des Territoires, qui viendra nous présenter les moyens de financement de ces opérations de rénovation d'éclairage public. Et notre vice-président, président de commission d'éclairage public, M. Lucien Bercher, qui va nous évoquer aussi les évolutions et l'avenir du CIDEL. Alors cette thématique, elle est importante. Pourquoi avoir choisi justement ce thème pour cette table ronde? Parce que c'est une préoccupation au quotidien des maires et des élus, tout simplement. Oui, effectivement. En fait, l'éclairage public est pour nous une compétence majeure, importante du CIDEL. Et où les communes ont largement confié cette compétence au CIDEL, puisqu'en fait, sur 563 communes du département, 530 communes ont transmis la compétence éclairage public au CIDEL. On retrouve les 514 communes classées rurales au niveau de l'électrification, mais aussi 16 communes classées urbaines qui nous ont rejoints au niveau de la compétence. Et la dernière en date étant la commune d'Autun, qui nous a transféré la compétence en décembre dernier, avec un parc de 3800 luminaires supplémentaires et de 130 points de commande. Donc aujourd'hui, le CIDEL gère 65 000 points lumineux sur l'ensemble du département. Il faut savoir qu'environ 30% de ces luminaires sont aujourd'hui des luminaires LED. Et on gère aussi, et donc bien sûr, il faut les commander, des points de commande. Et donc pour 4 750 points de commande, voilà, ce qui représente quand même un volume d'énergie ou d'installation de puissance importante, puisque tout ça représente 5,2 mégawatts. D'accord, c'est un joli constat. Déjà, d'autres petites choses à dire ou pas, Christophe? Oui, donc pour l'exercice de cette compétence, au niveau des services techniques du CIDEL, on a notamment 3 techniciens chargés des études d'éclairage public, qui sont vos interlocuteurs privilégiés sur les communes, pour les communes. Donc je vais quand même les citer. On a Franck Barre, Franck Bonneau et Rudolf Guillot qui vous accompagnent donc au quotidien et que vous pouvez solliciter pour toutes vos opérations, vos rénovations. Voilà. Ok, on a fait le tour. Moi, je vais finir de présenter la compétence. Oui, allez. Ok, donc en termes d'exploitation, de réalisation des travaux derrière, effectivement, on travaille avec des entreprises qu'on a à travers des marchés. Donc on a aujourd'hui 4 entreprises qui nous suivent sur l'ensemble du département, qui sont l'entreprise SME, l'entreprise Bouygues Énergie Service, le groupement d'entreprises d'Alkia-Guino et enfin l'entreprise Connect. Donc voilà, on a 4 partenaires qui nous accompagnent qui vous accompagnent au quotidien sur les opérations d'éclairage public. Concernant le parc, les rénovations, les investissements, je voulais quand même citer nos gros chantiers en cours qui sont liés à la rénovation des appareils vétustes énergivores. Nous avons bénéficié, comme ça a été évoqué d'ailleurs sur la table ronde précédente, en introduction, ce matin, qu'on a eu 2 dotations fonds verts en 2023 et 2024 qui nous ont permis d'investir de l'ordre de plus de 11 millions d'euros de travaux et de rénover plus de 12 000 points lumineux sur 2 ans. Donc on a vraiment une activité, et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de l'éclairage public dans notre activité quotidienne au CIDEL. Voilà ce que je voulais présenter en introduction, et puis je vais laisser mes compagnons de table ronde présenter donc les sujets suivants, et notamment le premier, pourquoi éclairer l'espace public, Monsieur Kopek. Voilà, sur quoi, effectivement, Wilfried Kopek de la FNCCR va rebondir. Donc, pourquoi éclairer et quels impacts sur l'environnement?
On est effectivement à votre disposition pleine et entière avec une belle attention, cher Wilfried Kopek. Écoutez, merci Christophe pour l'introduction. Alors il y a eu déjà des chiffres de données à la maille du territoire. Juste à la maille nationale, avoir en tête que l'éclairage public, ça représente 12 millions de points lumineux. Ça représente également 1 gigawatt de puissance et 0,54%, on va être précis, de la consommation totale d'électricité en France. Donc on voit qu'il y a quand même un sujet. Et surtout, ce que l'on voit de ces chiffres, c'est qu'ils commencent à ne plus évoluer. C'est-à-dire que la notion de la sobriété dans la construction, on le voit, commence à se faire sentir. Malgré tout, au niveau des collectivités locales, c'est un sujet. On le voit bien, hein, aujourd'hui on est sur un salon organisé par le STIDEL, un syndicat d'énergie, vous avez un syndicat d'énergie par département. Quand je fais le tour du salon, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'expérience sur l'éclairage public. Donc c'est quelque chose, l'éclairage public, qui est très important pour les élus, et ça représente quand même... Alors le chiffre est un peu daté, parce que depuis on a eu la coupure de nuit qui est passée par là, mais ça représentait avant 2022 40% des consommations d'énergie des communes. C'est-à-dire que c'est le deuxième poste derrière la consommation des bâtiments communaux. Donc, un sujet d'importance. Juste un petit raccord avec l'excellente table ronde qu'on a eue avant. Aujourd'hui, tous les chiffres que l'on donne sont ici de statistiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes et puis après, on va extrapoler. Demain, grâce à tout ce que vous mettez en place sur la connexion et les bases de données, on a bon espoir, parce qu'on aura de la standardisation dans la donnée, qu'on puisse à un moment donné, tous les ans, interroger tous vos systèmes et avoir une vision, cette fois, extrêmement précise. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour faire un petit raccord avec la première table ronde. Alors l'éclairage public, il est au cœur de multiples enjeux. Déjà, on l'a vu, il est au cœur d'un enjeu financier. Je ne reviens pas dessus, on en parle dans les communes. Il est au cœur d'un enjeu politique. C'est quelque chose, l'éclairage public, qui est absolument bien appréhendé par les administrés. Et les services publics, vos administrés, ils courent un peu derrière vous, c'est vous les sachants, et ils ne voient pas bien comment ça fonctionne. Ce n'est pas le cas de l'éclairage public. Et notamment, comme on n'est pas encore totalement connecté, la plupart du temps, celui qui détecte la panne, c'est l'usager. Donc, il a l'occasion de venir en mairie pour signaler sa panne. Donc, on voit que c'est quand même un sujet qui est extrêmement politique. C'est un sujet qui est juridique. Je vous le donne après, mais il n'y a pas d'obligation d'éclairer. Mais par contre, une fois que vous avez mis en place de l'éclairage public, vous avez des obligations de maintenance. Et si on ne le fait pas, et s'il y a un accident, eh ben là, il y a tout un processus qui peut se mettre en place et qui peut vous emmener au tribunal et payer là-dessus des amendes ou autre chose. C'est également un enjeu très technologique. Encore une fois, la dernière table ronde, mais même avant ça, vous l'avez tous noté, le passage à la LED. La LED, c'était une révolution il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus qu'une évolution. On y est tous allés et on va tous le conserver. Pourquoi ? Parce que la LED, c'est le passage de l'électricité à l'électronique et c'est surtout, on peut le piloter, alors qu'avant, on ne pouvait pas le piloter. Donc, très clairement, on va pas revenir en arrière. Et on ne pourra pas parce qu'en 2027, on n'aura plus les lampes d'ancienne génération, les fameuses sodium haute pression. Ça, on n'aura plus. Donc, ce qui veut dire que, alors le temps qu'on fasse tous les travaux, mais en 2032, on sera sur des parcs 100% LED et des parcs 100% pilotables. Ça veut dire aussi, ce sujet-là, qu'à un moment donné, une commune aura du mal à rester seule sur un sujet qui a autant d'enjeux. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir dans ses services des gens. Christophe, tu as cité tes équipes, vous êtes quand même, on a pu dénombrer 4 ou 5 personnes, et avec 4 ou 5 personnes qui ont des compétences bien spécifiques. Donc ça, on sent bien qu'on va vers une mutualisation pour avoir de la qualité de ce service. Au cœur de tout ça, on a quoi ? On a le politique. Encore une fois, les politiques ont à répondre de leur qualité d'éclairage public. Et puis, dernier enjeu, alors si on doit le placer, on pourrait presque le mettre au-dessus aujourd'hui, c'est l'enjeu environnemental. Il n'est pas vieux cet enjeu, il date de 2018. Alors,
Dans la présentation, je voulais vous citer tous les textes normatifs qui gravitent autour de l'éclairage public. Je ne vais pas vous les citer, même si ça peut faire un peu intelligent, mais sachez que, comme dans toutes vos activités pour les élus, tout est, voilà, que ce soit de la construction jusqu'à l'exploitation, tout est normé. Voilà. Donc il faut faire le travail vraiment par rapport à une norme, notamment en photométrie. C'est-à-dire que c'est un réseau électrique, certes, mais surtout, la norme qui est la plus importante en éclairage public, c'est la norme qui concerne les yeux. Et d'ailleurs, elle a été faite conjointement entre des mathématiciens et des médecins. Et ça, c'est la norme qui dit, là, je vois ou je ne vois pas bien. Donc on parle de deux choses, on parle de quantité de lumière et on parle d'uniformité. Cette uniformité, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un point lumineux n'importe où dans l'espace parce que, tiens, c'est intéressant de le mettre là parce que là, il ne va pas déranger par rapport à une barrière, par exemple. Non, il faut que tout se fasse bien pour que l'œil humain ait toujours une sensation d'uniformité dans la lumière. Donc plein de textes. Et à partir de 2018, un arrêté fondateur, l'arrêté du 27 décembre 2018. Et là, l'environnement arrive. Et là, très clairement, on en parlait avec Emmanuel tout de suite, au niveau des services techniques des syndicats, on a plutôt une confrontation avec les écologues plutôt qu'une concertation. Je vous rassure, c'est terminé. Aujourd'hui, on est tous sur la concertation et les éclairagistes ont compris que la lumière avait vraiment un impact sur le vivant. Alors, l'impact, il est multiple. Alors déjà, il faut savoir qu'il touche et les vertébrés et les invertébrés. Pour mémoire, 27% des vertébrés vivent la nuit et 65% des invertébrés vivent la nuit. En gros, quand vous allez vous coucher, il se passe plein de choses dehors. On ne le voit pas. Et pourtant, pendant des années, on a laissé de la lumière. Sauf si on rentre tard. On voit ce qui se passe des fois la nuit quand on rentre très tard. Mais c'est un autre sujet. Tout à fait. Des fois, c'est le sujet du week-end. Alors, les écologues, et Emmanuel en parlerait bien mieux que moi, mais effectivement, vous avez des phénomènes de fragmentation. Alors, en fonction des espèces, et celle qu'on met toujours en avant, c'est la chauve-souris, mais même la chauve-souris ne réagit pas de la même manière en fonction des espèces de chauve-souris et la lumière. Pour certains, c'est des phénomènes de répulsion, c'est-à-dire que là où on a une colonie, tout d'un coup, on n'en aura plus, et pour d'autres, des phénomènes d'attraction. Ça bouge aussi les gardes-manger, très clairement. Il y a des insectes qui vont aller autour des points lumineux, et donc du coup les prédateurs ont bien compris que c'est là que ça allait se passer, et donc vont installer des colonies. Bref, ça nous paraît, mais ça vous l'avez bien compris avec tous les sujets environnementaux qu'on a, ça paraît peu de choses, mais ça déséquilibre beaucoup d'écosystèmes. Donc les écologues nous l'ont montré, et on l'a compris, aujourd'hui on va chercher à éclairer juste, en temporalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment, même quand l'électricité coûtait pas cher, est-ce qu'il fallait éclairer toute la nuit? Bon, la réponse aujourd'hui, on l'a, pas forcément. Mais maintenant, je la tempère, la réponse. Parce que quoi qu'il arrive, l'éclairage public, c'est le pouvoir de police du maire. Donc très clairement, ça, on ne pourra pas lui enlever. Et s'il estime, le maire, qu'il a un danger pour la sécurité de ses administrés, c'est la base de l'éclairage public, il peut décider de continuer à rester éclairé. Vous le disiez, les couches tard, et c'est ce qui se passe souvent dans les communes maintenant, grâce au pilotage, grâce à la LED, c'est de dire on va faire des fonctionnements différents entre la semaine et le week-end. Et le week-end, si les gens rentrent un peu plus tard, on va laisser allumer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on laisse quand même encore un petit peu une primeur pour les activités humaines. Ça sera d'ailleurs primeur pour l'activité humaine, ça peut être un débat. Donc on l'a bien compris, on s'adapte à l'environnement. Et pour ça, un arrêté qui est en train d'être questionné, mais qui nous dit qu'on pose de la lumière juste. Ce qui veut dire qu'on n'envoie plus de lumière vers l'hémisphère supérieur. Vous avez tous connu les luminaires de type boule, ça, normalement, sur nos territoires, on n'en a plus depuis le 1er janvier 2025. On éclairait autant l'hémisphère inférieur que l'hémisphère supérieur. C'était chouette, c'était de la belle lumière d'ambiance, c'était en plus économiquement pas fou. À l'époque, c'était pas déconnant de le faire. Aujourd'hui, on a bien compris qu'on a arrêté. Mais les standards ont évolué. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on allait chercher plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. On disait, regardez un peu, les photos satellites avec tout éclairé la nuit, c'était un peu le modèle. Il y a de l'activité économique, touristique, ça bouge. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. Donc, on voit que plus de lumière vers le ciel. Mais ça ne s'arrête pas là. On voit aussi qu'il faut concentrer la lumière dans un cône de diffusion. C'est-à-dire que non seulement on n'en perd plus au-dessus, mais même sur le côté, on essaie au maximum d'en conserver et de tout concentrer.
Donc, on concentre la lumière. Et puis, pour les espèces, on a une action aussi sur la température de couleur. Alors là, la température de couleur, on s'aperçoit qu'il faut plutôt être vers entre 2 et 3 000 Kelvin pour que les espèces puissent potentiellement continuer à chasser avec cette lumière. Alors ça, c'est une vraie évolution, parce qu'au début, la LED, on s'est tous un peu enthousiasmés de la lumière blanche et qui permettait de distinguer très très bien les couleurs sur la voie publique. Et on s'est dit, ouais, c'est pas mal. On a commencé à monter du 4000. Alors déjà, c'était un peu perturbant par rapport à la perception que même on en avait avant. On voyait mieux les couleurs. Par contre, pour la nature, c'était délétère. Donc aujourd'hui, on est en train de baisser la température de couleur. Vous avez parlé du fond vert. Le fond vert, quand vous avez eu le financement, il vous demandait non pas 3000 Kelvin, comme dit l'arrêté, mais 2700 Kelvin. Dans cette révision d'arrêté, ce qui est dans les tuyaux, c'est que le 3000 va rester en agglomération. Il est 2700 Kelvin hors agglomération. Ça, c'était pour éclairer juste. Et puis enfin, je terminerai par votre territoire, un petit peu faire comme Christophe et recentrer un peu. Alors la FNCCR porte un programme Action des collectivités pour la transition énergétique. Et dans le cadre de ce programme, on a un programme, l'UMACT, qui traite de l'éclairage public. C'est des financements. Et on a des lauréats, dont la Saône-et-Loire, dont le CIDEL. Et donc on a pu, avec ces lauréats, travailler sur des travaux grâce à des satellites et des extrapolations de bases de données. Et on a été regarder la radiance depuis 2013 jusqu'en 2014, jusqu'en 2023. Sur votre territoire, vous êtes exemplaire. On le disait avec Christophe et Emmanuel en préambule, en cœur de nuit, il vous reste le long de la Saône où on a encore de l'éclairage. Activité économique, activité touristique. Encore une fois, ça paraît légitime là d'en conserver plus. Le reste, en cœur de nuit, donc ce qui va représenter 23 heures jusqu'à 5 heures du matin, on voit qu'on a eu beaucoup de coupures ou qu'on a généralisé une coupure qui était déjà existante. Donc on voit un territoire qui a bien appréhendé ce respect de l'environnement. Alors très souvent, il y avait la question de la sécurité des citoyens. Souvent, le citoyen ne voulait pas qu'on éteigne sa rue parce qu'il avait peur, même quand il n'était pas dedans d'ailleurs. Bon, il y a une espèce de hantise comme ça qui doit remonter à l'enfance ou je sais pas, de vieux démons. Mais j'ai l'impression que ça aussi, ça rentre un peu dans les mœurs. Les gens s'habituent à ce noir, entre guillemets, non ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que au-delà de remonter à l'enfance, je pense que ça remonte même à la caverne, quoi. On a été tous très heureux à un moment donné d'avoir le feu, de s'éclairer. C'était quand même... Il n'y a rien à dire, c'est quand même un sacré progrès. Et on l'a vu. Là, à 2022, les prix de l'électricité montent fortement. Beaucoup de communes éteignent, y compris des grosses métropoles. Très clairement, avec, ça s'est un peu relâché, les prix de l'électricité, il y a des secteurs où on rallume. Mais on a de la chance. Aujourd'hui, la technologie est mature. On peut, sur une même commune, avoir une politique différenciée. Là encore, où on en a besoin pour la sécurité. Et je ne dirais pas pour la sécurité, je dirais pour le sentiment de sécurité. Aucune étude ne montre qu'il y a plus ou moins d'agressions en fonction d'eux. Allez voir la gendarmerie là, qui a un stand pour avoir fait plusieurs salons et rencontrer la gendarmerie. Certains vont vous dire que non, là, il faut de la lumière, pour notamment les cambriolages, quand d'autres vous disent non, pas de lumière, je vois mieux ce qui se passe quand j'interviens, parce que le cambrioleur, potentiellement, lui, a besoin de s'éclairer. Bref, je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire le ratio. Alors, on est en train de porter une étude, et vous aurez les résultats à la fin de l'année, grâce à vos bases de données. On a demandé à une doctorante de mélanger tout ce qui est en open data sur les vols, les agressions et les accidents de la route. On a de l'open data là-dessus qui est donné par le ministère de l'Intérieur. Et on regarde, en fonction de l'heure où ça s'est passé, s'il y en avait de l'éclairage ou pas. Et là, on va voir si réellement il y a un impact. Mais de toute façon, même si on démontre que non, il n'y a pas de rapport, la réponse, elle n'est pas bonne quand même. Parce qu'on s'attaque à un sentiment. Donc là, encore une fois, si la population remonte à son élu qu'à ce moment de la nuit, il a un sentiment d'insécurité, c'est difficile d'aller contre. Voilà,
aller contre ce genre de choses, effectivement. Merci beaucoup, Wilfried Copec, pour la clarté du propos et la concision en même temps. Voilà, on va partir maintenant sur une démarche de labellisation ciel étoilé au parc du Morvan avec Emmanuel Clerc, responsable du pôle transition économie de ce parc naturel régional du Morvan. Donc, alors c'est vrai que là, on a des choses à dire. Voilà, donc là, on est dans le concret du côté du parc naturel du Morvan avec cette notion de ciel étoilé. On revoit le ciel, il paraît, quand on éclaire moins au sol, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs. Oui, en Morvan, comme c'est marqué sur la diapo, les étoiles font le spectacle. Effectivement, le Morvan, c'est un territoire connu et reconnu pour la qualité de son ciel. Et c'est vrai que beaucoup de personnes dans le monde ou même en France ne voient pas la Voie lactée parce qu'effectivement, la pollution lumineuse empêche de voir les étoiles et la Voie lactée. Voilà. Et donc en milieu rural, on a quelques privilèges, dont celui-ci. Alors, c'est vrai que, merci en tout cas de votre invitation. Le CIDEL, pour nous, est un vrai partenaire, comme les 4 syndicats d'énergie de Bourgogne, puisque le parc est sur les 4 départements. Et on n'aurait jamais réussi à avoir ce label si on n'avait pas eu un partenariat fort et étroit avec les syndicats d'énergie. Wilfried l'a rappelé, maintenant on est vraiment sur de la concertation, du partenariat. Et ça a été dit dans les tables rondes précédentes, le partage de la donnée, c'est vraiment quelque chose qui a compté pour l'obtention du label, puisque derrière, il fallait démontrer qu'au niveau des points lumineux qu'on avait, on avait de la performance et des exigences en termes d'éclairage. Parce que le label ne dit pas effectivement sur les territoires, il ne faut pas éclairer, il faut bien éclairer juste. Il y a des questions de sécurité et on arrive à combiner effectivement sécurité, sobriété énergétique, cadre de vie et puis respect de l'environnement à travers ce projet. Alors le label Réserve internationale de ciel étoilé, c'est un label décerné par une association basée aux États-Unis et créé notamment par des astronomes et des médecins, parce qu'effectivement, on combinait effectivement observation du ciel, qualité du ciel et santé. Voilà. Et il y a un vrai engouement au niveau des territoires français sur ce label. Je crois que c'est en 2013, c'est le Pic du Midi qui a été labellisé. Et depuis, voilà, le Morvan est le 7e parc labellisé Réserve internationale de ciel étoilé et nous sommes le 24e au monde. Voilà. Alors c'est un label très exigeant. On a passé 7 ans à travailler les exigences du cahier des charges et effectivement derrière c'est un vrai projet de territoire avec une adhésion de la population, une adhésion des politiques, une adhésion du monde associatif qui nous a permis de réunir les conditions pour l'obtention de ce label. Quelles sont ces conditions justement? Alors c'est très drastique si j'ai bien compris. Alors il y a une diapo qui le précise, mais c'est vrai que les Américains ont un processus assez normatif. On avait un guidelines, donc tout est en anglais, donc on retrouve bien entendu des termes anglophones dans notre travaux, et un guidelines, et puis également une checklist, effectivement, où il fallait pointer et obtenir toutes les exigences du label, à peu près une centaine. Voilà. Et c'est vrai que, alors c'était la... Ah, vous avez changé la diapo. Sur la première diapo du démarrage, effectivement, on voyait que le Morvan, voilà, une carte de France de pollution lumineuse, on voit assez facilement où se situe la Bourgogne, où se situe le Morvan. Effectivement, on avait envie d'envoyer cette carte aux Américains plutôt qu'un rapport de 170 pages en leur disant voici ce qu'il en est en Morvan, le label il est évident pour nous. C'est bien d'envoyer un ciel étoilé au pays de la bannière étoilée. Voilà, on a envoyé on a envoyé effectivement nos étoiles, nos voies lactées aux Américains. Donc voilà, donc un projet de territoire avec effectivement un projet qui s'inscrit dans le projet du parc à travers différentes thématiques. Alors bien entendu, derrière le label, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance d'une démarche, ça engage. Donc c'est vraiment important pour nous, au-delà, on va dire, de l'obtention du label, c'est des élus, une population qui s'engage à horizon 10 ans pour améliorer son éclairage et améliorer la qualité de la nuit. Bien entendu, on l'a parlé, c'est
derrière effectivement un tourisme de nature et de culture. L'idée, c'est de se reconnecter à la nuit, éprouver des expériences de nuit aussi. Il y a beaucoup, on va dire, d'activités sportives qui se développent la nuit. On fait des trails de nuit, on fait des courses d'orientation de nuit. Voilà, c'est un autre univers, c'est un autre bain. Marcher de jour ou marcher de nuit, on n'a pas le même rapport au paysage, on ne sent pas les mêmes choses. Nos sens ne fonctionnent pas de la même façon. Effectivement, on entend le bruit du vent davantage que lorsqu'on marche en journée. Voilà, nos sens sont affûtés différemment. Bien entendu, pour un parc naturel régional, derrière, c'est la faune. Bien entendu, le Wilfried l'a rappelé, cet éclairage artificiel qui perturbe la vie des animaux et aussi de la flore, puisque les végétaux sont également sensibles à la lumière. Les Hollandais le savent bien quand ils font des fleurs dans leur serre éclairée plein pot, voilà, ou d'autres territoires. Et puis bien entendu, on en a parlé aussi beaucoup ce matin, un projet, un territoire à énergie positive. Effectivement, on combine l'ensemble de ces dimensions. Alors les objectifs du label, bon, bien entendu, c'est préserver la biodiversité et le cadre de vie. Effectivement, le décret, l'arrêté de 2018 le traduit bien sur nuisances, pollution liées à l'éclairage artificiel. Et puis, bien entendu, mettre en valeur le ciel. Et c'est vrai que pour le Morvan, c'est la Société astronomique de Bourgogne. Le Morvan, c'est un terrain de jeu régulier pour eux, qui a fait les démarches en disant regardez, Parc du Morvan, vous avez toutes les conditions réunies pour obtenir un label, le label Réserve internationale de ciel étoilé, et on s'est lancé dans l'aventure. Voilà. Donc derrière, effectivement, en termes de critères, c'est la qualité du ciel nocturne. Alors on est un certain nombre la nuit à sortir et à mesurer la qualité du ciel à travers des appareils, des capteurs. Effectivement, on collecte de la donnée et on mesure la qualité du ciel en magnitude arc-seconde, voilà, et on capitalise de la donnée pour montrer qu'effectivement on a des nuits bien noires en Morvan et une belle vision de la Voie lactée et des principales constellations. Alors, on a une zone centrale protégée, effectivement, pour le Morvan, constituée de 16 communes, 6, je crois, en Saône-et-Loire, dans lequel, effectivement, on s'engage sur un programme de rénovation à 10 ans. Et c'est vrai, on l'a rappelé en début de rencontre, notamment le sous-préfet, les fonds verts ont permis aussi de donner un bon coup d'accélérateur avec les syndicats d'énergie. Les compétences, Franck Barre était notre interlocuteur, on a réussi à passer les minimums requis pour atteindre les 2/3 de conformité d'éclairage public sur la zone cœur, ce qui nous a permis d'obtenir le label. Et au-delà de cette zone cœur, on a une zone tampon, voilà, qui protège cette zone cœur. Et derrière, effectivement, on a quand même une RIS, donc Réserve internationale de ciel étoilé, de 50 communes, avec pratiquement 6000 points lumineux. Voilà. Et alors, on a des territoires qui ont obtenu le label, mais qui ont, on va dire, une zone cœur constituée, on va dire, de hauts plateaux, par exemple dans le Vercors, où finalement il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de village, donc c'est plus facile. En Morvan, on avait ce défi-là d'avoir, on le verra sur les cartes d'après, un maillage en termes de hameaux, de situation de population vraiment important, et obtenir le label avec 6000 points lumineux et pratiquement 1000 points lumineux en zone cœur, ça nous demande effectivement un vrai effort, un vrai projet politique, un engagement des maires et un vrai, on va dire, accompagnement des syndicats d'énergie pour mettre en œuvre cette politique choisie par les maires et les conseils municipaux. Voilà. Et donc derrière aussi les engagements du label, il fallait avoir un pourcentage de population, un pourcentage de communes participantes au projet. Et Vincent Chauvet, effectivement, même des villes comme Autun qui génèrent de la pollution lumineuse, se sont engagés dans un plan d'amélioration et soutiennent la démarche du parc, voilà, la démarche ciel étoilé. Et puis bien entendu aussi pour nous, territoire rural, moi je le mets aussi très en avant, pour nous c'est un vrai outil d'animation du territoire. Parce qu'effectivement, quand on propose des séances d'observation des étoiles, des balades nocturnes la nuit, où on va expliquer le comportement des animaux, la vie des animaux, on va montrer des empreintes, on va faire écouter des sons, on va se réapproprier la nuit. Et à ce moment-là, effectivement, c'est des séances qui rassemblent la population, et notamment alors, l'été, bien entendu, quand il y a la population touristique, mais également hors saison touristique. Et moi, j'ai vécu la Comelle, une commune du Morvan, par exemple, on était 80 à faire une balade de nuit
alors qu'il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau. Eh ben, il y avait 80 personnes, des petits et des personnes âgées. Et c'est vraiment un outil d'animation et de vivre ensemble. Voilà. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. Voici quelques cartes, effectivement, qui On montrent terminera là-dessus, effectivement... Emmanuel, ouais. Hein, on terminera là-dessus, d'ailleurs. Ouais, Ouais. je suis long, pardon. Non, mais c'est intéressant, mais il y a le timing toujours pour Ouais. parler franglais, encore une fois. Effectivement, en cœur de nuit, voilà, on a une situation en Morvan où effectivement on a très peu de pollution lumineuse parce que nos communes en zone cœur à 99% pratiquent l'extinction de nuit et à l'échelle du parc des 133 communes, c'est 95% des communes qui pratiquent l'extinction. Donc c'est assez remarquable pour ce territoire du Morvan. Par contre, effectivement, en extrémité de nuit, comme on a beaucoup de points lumineux et un maillage important de hameaux, et ben voilà, la situation se dégrade. Et là, il y a un vrai effort pour augmenter aussi les plages d'extinction. Alors c'est vrai qu'effectivement, là, dans cette démarche-là, elle a été boostée par le coût de l'énergie, la nécessité de faire des économies. Donc en Morvan, les plages d'extinction se sont, on va dire, agrandies. Et c'est vrai que même des communes, durant la période de Covid ou même encore maintenant, ça ne s'allume plus, notamment l'été, parce qu'effectivement, les horloges ne se mettent plus, on va dire, en fonctionnement pour déclencher l'allumage de la commune. Voilà. Donc un projet de territoire véritablement porté par les habitants, les maires, les élus, et au bout de 7 ans, une récompense, une satisfaction et un engagement dans la durée. Merci Emmanuel, voilà, très très belle présentation aussi, hein. Désolé de vous avoir fait accélérer un peu le tempo à la fin, mais encore une fois, si on veut manger à peu près à l'heure, et j'entends les estomacs qui gargouillent déjà. Voilà. Bien, on va passer la parole à un maire, justement, le maire de Sainte-Croix, Joël Cula. Joël, bonjour et merci d'être avec nous. La commune de Sainte-Croix qui a repensé de fond en comble son éclairage pour la bonne cause, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne plutôt bien à tous les niveaux. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Alors peut-être préciser que c'est Sainte-Croix en Bresse. Ah oui. J'allais rajouter en Bresse bourguignonne. Oui. D'accord. Donc, Précisons. Commune de 670 habitants, située donc sur l'axe routier, c'est important, RD 996 qui relie Louhans à Bourg-en-Bresse, donc avec pas mal de trafic dans le centre du village, avec en bas un petit souci parce qu'on a un carrefour et un virage à l'équerre qui nous pose quand même quelques problèmes et il y a des moments où il faut quand même un peu laisser de lumière. Voilà, donc la commune de Sainte-Croix, donc effectivement, nous sommes posé la question en termes, on va dire, consommation d'énergie il y a déjà longtemps. 2017, on s'est posé les premières questions sur tous nos hameaux, parce qu'on a beaucoup de hameaux, avec beaucoup de lampadaires. Donc première chose, est-ce qu'il faut conserver tous ces lampadaires dans ces hameaux ? Donc une première série d'événements, c'était de supprimer les lampadaires. Bon, ça a fait jaser un peu dans les hameaux, on fait le dos rond, et puis au bout d'un moment, ils ne s'aperçoivent plus que le lampadaire n'est plus là. Ça, c'était la première chose. Et puis on est passé dans les hameaux, priorité dans les hameaux, au LED, ce qui nous a permis effectivement de faire des économies, avec donc effectivement une coupure nocturne, 23h, 5h30 du matin. Et puis nous avions dans le bourg, vous la voyez sur la photo de droite, notre église. Notre église que l'on éclairait avec des superbes projecteurs de 4000 watts chacun, des gros monstres, tous les soirs. Voilà. Donc on s'est dit qu'on va peut-être faire des économies par rapport à ça. Donc on a déjà changé ces projecteurs pour les passer à des projecteurs LED. Et nous éclairons notre église que le week-end. Donc personne ne va à l'église le soir en semaine. Voilà, ça c'était un point aussi pour faire diminuer, on va dire, la facture. Et puis on a notre traversée du bourg que vous voyez. Alors, vous voyez l'ancienne photo sur la gauche et puis la nouvelle donc, sur la droite. Donc le principe, c'était de revoir complètement cet éclairage qui était en 150 watts sodium HP, donc qui marchait super bien. On a, vous ne le voyez pas très bien, mais des lampadaires de chaque côté de la rue. La rue est assez large, elle fait 22 mètres entre façades. Donc les candélabres font partie aussi, j'allais dire, de l'architecture de la voie et de la lecture de la voie. Donc c'était important, quand on s'est penché sur on va dire, la rénovation de cet éclairage, de se dire est-ce qu'on garde les deux côtés ou pas. Et nous avons gardé ces deux côtés de candélabres pour conserver l'aspect, la perspective que l'on a, qui se situe, on va dire, en partie descendante contre l'église, et au-dessus, on a la mairie. Donc, vous voyez que le conflit entre l'église et l'État
La mairie est en haut-dessus. C'est de tout temps, juste ça. pour vous Ouais. préciser. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc on a bien donc un éclairage revu, donc en conservant les deux côtés, en bilatéral. On s'est posé beaucoup de questions sur quel type de candélabre mettre, puisqu'on est passé, on va dire, de la crosse rustique avec le beau lampadaire en laiton à quelque chose d'un peu plus moderne. Donc, grâce au CIDEL, nous avons eu beaucoup de photomontages, nous avons eu beaucoup d'exemples, et puis nous nous sommes arrêtés au niveau du conseil municipal sur celui que vous avez donc à droite, là, qui est un candélabre droit, un petit peu incurvé sur le haut, gris, on ne le voit pas bien, légèrement torsadé, qui est assez joli, avec une crosse, et puis, j'allais dire, une lanterne encore, mais c'est une fausse lanterne. Je ne sais pas si on la verra après sur les photos éclairées. Voilà, vous les voyez donc ici. Donc c'est une fausse lanterne, donc on a simplement donc le plafond avec les LED, et puis des bandes de plexiglas qui descendent, qui reforment donc la forme de lanterne et qui redonnent un bel éclairage. Donc voilà, donc ça c'est effectivement, c'était fait dans l'ensemble du bourg, dans la traversée du bourg, en supprimant également des candélabres, parce qu'en entrée sud du village, les candélabres étaient relativement rapprochés. On s'est aperçu que quand l'un était en panne, même si j'avais des risques, les gens ne s'en plaignaient pas trop, donc on s'est dit à quoi ça sert de les remplacer. Donc on en a supprimé. Donc on a supprimé un candélabre sur deux dans la partie entrée d'agglomération. On a donc mis en place cet éclairage bilatéral donc dans la grande rue, et nous avons mis en place un éclairage coupé sur le côté gauche descendant. Donc, avec des dispositifs un peu complexes, on a d'ailleurs eu beaucoup de soucis pour les régler, puisque le réseau est tellement fait qu'on ne peut pas avoir ça depuis la commande. Il faut aller sur chaque source lumineuse, et on a eu donc quelques petits soucis de réglage avec l'entreprise pour que ça marche bien. Mais maintenant, voilà, ça marche. Donc, on éteint un côté et on garde l'autre côté éclairé, simplement pour, j'allais dire, un sentiment de sécurité. Vous l'avez dit. On a quelques commerces dans le village, on a une auberge qui marche bien. Quand les gens sortent le soir, pas toujours tôt, ils aiment bien avoir un peu de lumière pour retrouver leur voiture. Et puis en bas du bourg, on ne le voit pas très bien ici, mais on a ce fameux carrefour en perpendiculaire où le candélabre déjà du bas, c'est déjà vu, même le neuf, renversé. Donc il y a un souci de sécurité routière en bas, même si on est en zone 30. La zone 30, on ne peut pas dire que ça marche forcément partout. Et donc on avait donc décidé jusqu'à maintenant de garder un côté d'éclairé. Ceci étant, ça nous a fait quand même de belles économies, puisque on peut gagner en kilowatts plus de 42%. Donc là vous avez les chiffres de la puissance de rénover. Voilà, vous voyez, effectivement. C'est petit, hein, vu d'ici, ouais. Voilà, vous avez donc effectivement les chiffres, le montant d'investissement qui a été fait au total, avec l'aide du CIDEL et le fonds vert. Et je crois même qu'on a fait un petit peu d'économie, parce que je pense bien que le CIDEL ne nous a pas réclamé les 48 000. Alors, je ne devrais pas le dire, Madame la directrice est là. Mais je crois que c'était légèrement moins. Voilà, donc c'est une bonne opération, belle réalisation. Alors maintenant, on s'est dit, mais comment les habitants du village vont trouver ce nouvel éclairage rénové, un peu plus moderne, et comment les gens, on a pas mal de touristes qui viennent, puisque... Allez, je fais juste une petite parenthèse, mais Sainte-Croix-en-Bresse, c'est le village de Madame d'Artagnan, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et donc, on a pas mal de touristes qui viennent nous voir. Et les retours sont plutôt bons. Les habitants nous disent « Ah ben, effectivement, maintenant, c'est un peu plus moderne, c'est bien, le choix était bon. » Ce qui nous rassure au niveau du conseil municipal. On n'a peut-être pas fait de bêtises de ce côté-là. Donc voilà, donc sur le choix, la perception donc, de la population est plutôt bonne. L'idée d'éteindre un côté de la route, il n'y a plus de soucis. L'idée aussi d'avoir supprimé quelques candélabres en partie du haut, pas de problème non plus. On garde ça sous forme de balisage et non pas, on n'est pas là pour lire le journal sous le candélabre à 2h du matin. Donc c'est simplement un balisage routier pour avertir qu'on rentre dans l'agglomération, même si elle est petite. Voilà, donc plutôt bien. Et j'allais dire, pour conclure, 2 points, ça s'est plutôt bien passé avec le CIDEL, même très bien passé. Donc merci à vous, merci aux techniciens. Merci à ceux qui suivent le chantier sur place. Les entreprises également, ça s'est très bien passé. Bon, à part les petites difficultés de réglage des dispositifs pour faire la coupure côté gauche. Voilà. Et la suite, maintenant, c'est ce que vous avez dit juste avant, il nous reste encore quelques lampes sodium. Donc l'idée, c'est aussi
de les changer par des sources LED. Voilà, donc ça, c'est dans les programmes à venir. Et puis, je reviens sur un petit point, mais vous savez, dans les lotissements communaux, dans tous les lotissements, on nous a obligés souvent de mettre 10% d'espace vert. C'était la règle, sinon on ne pouvait pas avoir l'autorisation de lotir. Et bien souvent, ces petits bouts d'espace vert, on les mettait au fin fond du lotissement, puis on y mettait un petit candélabre quand même. Ceux-là, il faut les supprimer. Ils ne servent en général à rien, à part consommer. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait également dans un lotissement, on a supprimé. Et les gens ne se sont même pas rendus compte. Voilà, ça veut dire qu'ils n'y allaient même pas avant, alors que l'on payait la facture d'énergie. Voilà. Merci Joël Cula, maire de Sainte-Croix en Bresse-Bourguignonne. On a bien compris effectivement qu'il fallait préciser la chose parce qu'il y a d'autres Sainte-Croix, mais village de Madame d'Artagnan, il n'y a que celui-là, ça c'est sûr et certain. Elle reçoit ce rendez-vous tous les lundis matins, on m'a dit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour le témoignage. Alors, on va parler d'argent maintenant. On a parlé de la générosité du CIDEL, voilà, qui avait omis de facturer la totalité de la prestation. C'est bien. Merci aussi à Joël d'avoir été très franc dans cette affirmation qui ira droit au cœur de tout le monde. Et on va retrouver maintenant donc Cédric Aymonier, la Banque des Territoires, qui permet d'accompagner financièrement les communes qui veulent justement modifier, améliorer leur éclairage public. Et il y en a de plus en plus, mon cher Aymeric. Mon cher Cédric, je dis n'importe quoi. Cédric, pardon. Je vous en prie. Bonjour à tous, merci. Alors, je ne sais pas si la Banque des Territoires est aussi généreuse que le CIDEL, mais en tout cas, on a effectivement pour objectif d'accompagner les collectivités dans la mesure du possible en financement, parce qu'il y a un moment, il faut quand même faire les additions et les projets qui sont proposés ont forcément un coût à un moment. On est là pour accompagner les collectivités et on a eu l'occasion de travailler avec le CIDEL à la mise en place d'un dispositif. Alors, je suis désolé, on va revenir à des anglicismes. Le dispositif s'appelle l'Intracting. On a décidé de faire un focus sur ce produit-là pour ne pas parler aux collectivités présentes de prêts plus classiques ou de subventionnement, puisque vous les connaissez probablement mieux que moi. On a décidé en fait de généraliser un dispositif qui a été créé pour les universités. L'Intracting est né dans les Pays-Bas et on a essayé de le généraliser au-delà des universités et des Pays-Bas à l'intégralité des besoins des collectivités. L'Intracting vise deux objectifs principaux. C'est le financement de la réhabilitation des bâtiments publics, mais ce n'est pas l'objet de la table ronde, ce sera peut-être mentionné cet après-midi, en début d'après-midi. Ici, on fait vraiment un focus sur l'enveloppe qui a été attribuée à l'éclairage, au financement de l'éclairage public et plus précisément le renouvellement des LED que le CIDEL a mené avec beaucoup de brio et je vous en remercie. Nous avons été un modeste accompagnateur de ce point de vue-là, mais on verra tout à l'heure le bilan. En deux mots, l'Intracting, alors je suis désolé encore pour l'anglicisme, j'aime pas trop, j'aimerais trouver l'équivalent en français, mais je ne l'ai pas trouvé. Il s'agit en fait d'un élément en trois étapes. Il y a trois briques essentielles dans l'Intracting. D'abord, il y a toute une série, alors je suis désolé, mais il faut les poser, toute une série de diagnostics. Il faut savoir mesurer précisément combien ça consomme. J'ai entendu les propos relatifs à la remontée des données qui va forcément aller en s'améliorant et c'est tant mieux. Mais à un moment, il faut pouvoir faire un bilan à date des consommations qui sont faites et se mettre d'accord sur les LED qu'il faut changer et les puissances qu'il faut pouvoir réduire. Donc ça, c'est la première étape importante dans la mise en place d'un tel dispositif. Ensuite, il y a la mise en place du financement, puisque forcément le changement de LED a un coût et qui a malheureusement vocation à aller grandissant. Et une fois qu'on a mis en place ce financement, et c'est une étape essentielle pour nous, c'est le suivi et le pilotage des mesures qui sont effectivement réalisées. C'est-à-dire qu'à la base, on se met d'accord sur des économies d'énergie qui sont réalisées grâce au renouvellement de ces LED. Donc, on va dire les actions de performance énergétique, ce sont le remplacement des LED. Ces actions de performance énergétique, elles génèrent des économies d'énergie. Les économies d'énergie, on les traduit en économies financières en se mettant d'accord sur un tarif de l'énergie, même si celui-ci est particulièrement volatile et il l'a été énormément à une certaine période, quand on a mis en place en l'occurrence ce Intracting avec le CIDEL. Et les économies financières, elles ont vocation justement à régénérer, à rembourser cette avance qui a été consentie pour financer justement le changement de LED. Donc on est sur un dispositif qui est plutôt vertueux en principe, mais qui nécessite une ingénierie importante. Alors,
on a travaillé peut-être sur la suite. On a travaillé avec le CIDEL parce qu'il nous semblait important de mettre en place ce qu'on appelle un in-tracting mutualisé. C'est-à-dire qu'on demande au CIDEL, on demande à quelqu'un d'autre, plutôt que de proposer l'in-tracting à chacune des communes qui auraient probablement fait part d'un certain intérêt, quoique elles auraient fini par nous dire « vous êtes gentil, mais il faut que je sache précisément combien j'économise en changeant telle LED de manière alternative dans la rue ou pas ». Donc on a travaillé avec le CIDEL à faire un in-tracting qu'on appelle mutualisé. Donc on a débloqué un montant, j'y reviendrai, qui est plutôt conséquent, complémentaire du fonds vert, complémentaire des subventions, puisque je le rappelle, ça reste une avance remboursable, il faut la rembourser. J'en suis désolé, mais là pour vertu essentielle d'étaler la charge pour la commune de renouvellement de ces LED. Le fait de travailler avec le CIDEL nous a permis donc de signer une convention d'in-tracting de l'ordre de 6 millions d'euros. Les principales conditions financières de ce dispositif, ce sont des durées qui peuvent être relativement courtes, puisqu'on va de 3 à 13 ans d'étalement de remboursement. Le calcul de l'étalement se fait grâce aux économies d'énergie qui sont réalisées. Voilà, si c'est un retour sur investissement très rapide, on va vous faire un prêt une avance remboursable sur 5 ans. Si c'est un petit peu plus long, et c'est ce qu'on a imaginé avec le CIDEL, on est plutôt sur 13 ans de remboursement. Le taux, je ne vais pas forcément m'étaler dessus puisqu'il change tous les mois, mais la complexité, on va dire, de mise en œuvre du dispositif et la nécessité pour nous d'accélérer les choses fait qu'on propose un petit bonus de l'ordre de 1% par rapport au coût d'un prêt classique. Et je reviens sur l'absence de garantie. C'est important pour nous de vraiment soutenir cette démarche en n'insistant pas sur la nécessité d'une garantie par une collectivité ou auprès d'une banque ou que sais-je. Donc on est vraiment sur un caractère incitatif de cette offre avec un taux bonifié et une durée qui s'adapte à l'échelonnement et au remboursement généré par les économies d'énergie. Et en dernier point, en termes de bilan, parce que les estomacs doivent commencer à gargouiller, et je vais laisser monsieur le vice-président lancer les apéritifs. Donc l'avance remboursable auprès du CIDEL a été octroyée aux alentours de 6 millions d'euros, qui a vocation à aider le CIDEL à renouveler 18 000 points lumineux. Ça a été évoqué ce matin sur les 3 ans. Le bilan, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Je voudrais juste donner 2 éléments chiffrés qui ne figurent pas sur cette slide. Un petit exemple avec la commune de Pierre-de-Bresse. Je salue sa maire qui est présente dans l'assistance. 162 000 euros de travaux de renouvellement, 61 000 euros d'économie étalés sur 3 ans d'in-tracting. Donc voilà, un petit clin d'œil. C'est un dispositif qui permet d'étaler la charge et c'est pas neutre pour les collectivités, surtout en cette période budgétaire dont on sait qu'elle va devenir un petit peu compliquée. Deuxième chiffre que je voudrais donner, la participation des communes dans ce cadre-là, déduction faite des certificats d'économie d'énergie et du fonds vert, ce reste à charge est de l'ordre de 30 à maximum 50%. Donc c'est plutôt intéressant d'imaginer un étalement de la charge quand on est sur des montants qui peuvent être relativement conséquents pour certaines communes. Voilà, je remercie à nouveau le CIDEL parce que le travail effectué a été long. Il est de qualité, en tout cas nous on salue ce partenariat et je pense que M. Jacon et ses équipes qui sont ici, j'en profite pour saluer M. Jacon, pourront plus expliciter le bilan de cet in-tracting et du renouvellement des points lumineux. Encore merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup Cédric Aymonier pour cette intervention. Alors, on laissera comme la place à une ou deux questions éventuelles, mais on va passer la parole à Lucien Verchères qui est avec nous, maire de Vareille, président du comité territorial du Brionnais, vice-président du CIDEL. Oui, j'aurais pu en dire encore beaucoup plus que ça. Vous avez plein de casquettes, mon cher Lucien, vous avez bien raison. On va parler effectivement de ce que le CIDEL, sur cette problématique-là, fait au maximum et ce qu'il va y avoir effectivement au niveau des règlements, des réglementations d'intervention aussi. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur l'éclairage public, mais pour conclure, je souhaiterais évoquer les enjeux qui nous attendent à court et à moyen terme, et donc les différents axes que la Commission éclairage public souhaite prioriser dans les années à venir. Tout d'abord, le premier axe, ça serait poursuivre le renouvellement des équipements vétustes. Alors, je ne peux commencer cette conclusion sans vous rappeler quelques chiffres. Sur 2023-2024, grâce au fonds vert, et avec l'apport conséquent du CIDEL sur son fonds propre, nous avons pu réaliser 403 dossiers de renouvellement d'équipements vétustes. 259 communes étaient concernées, 11,3 millions d'euros hors taxes engagés,
75% en rural, 25% en urbain. 12 125 luminaires déposés, soit 1,45 MW. Et 11 849 LED posés, soit 0,47 MW. Une baisse de consommation de plus de 65%. Alors, en théorie, sur la puissance installée. Cela induit aussi, en théorie, une baisse de l'abonnement. Et j'espère que les communes qui ont installé du LED ont fait le nécessaire auprès de leurs fournisseurs pour mettre leur puissance souscrite en rapport avec leur puissance installée. Par contre, il reste sur notre parc 3000 luminaires de plus de 25 ans au sodium et 1550 luminaires plastiques de plus de 20 ans. Il nous faut donc poursuivre cet effort de remplacement de luminaires vétustes. Alors, avec ma commission, nous allons proposer au prochain comité syndical qui aura lieu le 30 juin 2 choses. La première chose, c'est de faire évoluer le critère d'éligibilité des luminaires subventionnés pour inclure, en plus des luminaires de plus de 25 ans, ceux de plus de 20 ans en plastique. Et surtout, de maintenir une participation du CIDEL à hauteur de 65% pour les communes ruraux sur les fonds propres du CIDEL et pour l'année 2025, en lieu et place du fonds vert 2025 qui n'a pas été reconduit et pourtant qui nous avait été promis. Le deuxième axe, c'est anticiper la fin des ampoules au sodium. Comme vous le savez peut-être, la fin des ampoules sodium est prévue en février 2027. À partir de cette date, leur production sera interdite et un peu plus de la moitié de notre parc, 39 000 luminaires sur 65 000, seront encore concernés. À cela s'ajoute l'arrêté sur les nuisances lumineuses qui nous impose au plus tard, au 1er janvier 2025, alors on a un petit peu de retard là, le remplacement de tous les luminaires, environ 300 luminaires concernés, qui éclairent plus le ciel que la route. On passe notamment aux luminaires de type boule. Je vous rappelle que le remplacement actuel est d'ailleurs aidé à 70% par le CIDEL. Avec ma commission, on devra se pencher aux moyens d'inciter les communes à renouveler ces luminaires. Plusieurs techniques, plus ou moins coûteuses, avec leurs avantages et leurs inconvénients, sont à l'étude. Remplacer les luminaires par un luminaire LED, le rétrofiter, c'est-à-dire ne remplacer que le matériel électrique à l'intérieur, et remplacer l'ampoule sodium par une ampoule LED. Alors nos équipes techniques étudient toutes les possibilités et suivent de très près les évolutions technologiques qui permettront à nos communes de faire le bon choix, technique aussi bien que financier. Et moi, je suis moi-même maire d'une petite commune du Brionnais et je sais les difficultés financières que rencontrent les petites communes. Et cela permettra en plus aux communes de générer des économies d'énergie. Vous avez pu le constater, dans tous les chiffres présentés, c'est l'ordre de 65% de consommation en moins. Et le troisième axe, c'est rendre l'éclairage public plus intelligent. Enfin, comme cela a été évoqué à la table, dans la table ronde précédente, nous suivons avec grand intérêt les évolutions à venir sur les réseaux d'objets connectés et les réseaux communicants. Notre patrimoine se situant en grande majorité en milieu rural, nous n'avons effectivement pas les mêmes besoins que dans les métropoles. Il n'en reste pas moins que nous serons vigilants et à l'écoute des besoins de nos élus. Alors nous avons mené quelques expérimentations en la matière et nous sommes en capacité, avec nos partenaires, de rendre l'éclairage encore plus efficace. Maintenant, je voudrais m'adresser à mes collègues élus, j'en profite aussi pour vous rappeler que la compétence éclairage public a été transférée au CIDEL. De ce fait, vous devez vous rapprocher de nos services pour toute modification sur votre éclairage public. Et je souhaite d'autant plus vous alerter sur les nombreuses démarches dont vous êtes victime et qui vous incitent à remplacer vos luminaires par du matériel bas de gamme. Vous perdez alors vos CEE, c'est-à-dire vos certificats d'économie d'énergie. Le matériel qui vous est livré termine au fond de vos locaux et le CIDEL ne peut prendre le risque de les installer et de les exploiter. N'hésitez donc pas à nous solliciter. Sachez que la commission éclairage public et les services techniques font leur maximum pour venir en aide aux petites communes. Merci. Je vous souhaite bon appétit et bon apéritif. Merci, cher Lucien Bercher.